Je suis Burkhard Ruccio, architecte et restaurateur et historien d'art, comme on vient de me le dire. Et j'ai beaucoup travaillé dans les restaurations, surtout du XXe siècle. Je suis arrivé à la restauration des bâtiments par un petit détour, par la restauration des voitures de collection, ce qui était un bon début parce que c'était dans les années 60 et la restauration des voitures de collection était beaucoup plus stricte à l'époque encore que la restauration des maisons. Déjà, ça se faisait par des mécaniciens, des carrossiers, des selliers et tout ça, tandis que les maisons se restaurent par des architectes qui ont bien sûr un ego immanent et une volonté d'être créatif à tout moment. Cette volonté d'être créateur est un peu gênant pour les restaurations authentiques, surtout du XXe siècle. Parce que je trouve la meilleure réussite se montre si on ne reconnaît pas qui l'a fait, que par la qualité du résultat, mais pas par des modifications, par des rajouts, parce qu'il y a beaucoup, déjà dans les années 20, il y avait beaucoup d'architectes qui restauraient des bâtiments historiques et laissaient toujours leurs traces. Je trouve que quand on est architecte qui restaure un bâtiment, normalement c'est un bâtiment classé, il faut se retenir, il faut rentrer dans l'esprit du créateur initial. Il faut se donner la responsabilité d'un chef de chantier plutôt que d'un architecte créateur. Pour une restauration, d'abord, il faut la recherche. Ça, c'est le début de toute restauration. On ne peut pas commencer et sauter dans un chantier sans savoir de quoi il s'agit. C'est-à-dire la recherche peut parfois prendre quelques années jusqu'à ce qu'on a trouvé tous les documents et les détails et toutes les informations nécessaires. Il y a beaucoup de photographies, bien sûr. Alors, on se dit, c'est facile. On a les photographies, on va refabriquer ce qu'on voit là sur la photographie. Bien sûr qu'une photographie, c'est deux-dimensionnel et elle ne peut jamais raconter 100% ce qui s'est passé dans ce volume. Une des choses, alors, le plus important, c'est d'apprendre, d'analyser les photos. Parce que tout ce qu'on voit sur les photos, ce n'est pas toujours la vérité. Les photographes, surtout de cette époque, utilisaient des appareils complètement différents aux nôtres. Il y a encore quelques spécialistes qui les utilisent. Et il faut savoir que la perspective n'est pas toujours facile à reconstruire d'après une photo. Alors, on tombe parfois dans les pièges qui se montrent cruellement après quand on voit le résultat. Bien sûr, il y a encore souvent aussi sur les bâtiments du XXe, il y a encore des traces de plans dans les archives. Ça, c'est un autre piège. Parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais encore vu un plan qui est complètement à point. Il y a des plans, par exemple des plans de publication ou des esquisses qui sont faits par des fameux architectes qui l'ont fait après que le bâtiment était terminé. Ils ont fait une esquisse artistique. Cette recherche se poursuit après quand le chantier a démarré. Bien sûr, ça c'est le moment, je dirais même, c'est le plus important. Il faut être, l'architecte qui fait la restauration doit être sur place du début de la journée jusqu'au soir et
et après que les artisans ont quitté le chantier, ils doivent continuer à faire ces recherches sur place. Parce que même si beaucoup a été détruit, on trouve toujours des traces. C'était Goldman Sachs à Vienne, où beaucoup a été détruit. C'est l'œuvre majeure de Adolf Loos de 1909 jusqu'à 11. Et c'était la première restauration à Vienne d'un bâtiment classé, et j'ai pu développer ma méthode. J'ai vu que, par exemple, il y avait un mur qui a disparu complètement derrière 2 murs à côté, et quand ces murs récentes ont été détruites, on a trouvé le mur d'origine. Et non seulement le mur d'origine, mais aussi la porte d'origine. Et comme la poignée dépassait la place du nouveau mur, on l'a coupé. Mais les gens étaient trop feignants pour le ramasser. Alors ils l'ont coupé, laissé tomber, et ça nous a donné le modèle pour refaire toutes ces poignées pour toute une maison. C'était plusieurs douzaines de poignées qui, grâce à cette paresse, a pu être retrouvées. Il y a deux versions de vérité sur un chantier. Il y a ce qu'on veut faire, ce qu'il faut faire, et après, en déduisant les tolérances d'un chantier, on a le résultat. C'est pas toujours la même chose. Il faut observer quelques contraintes et il faut les suivre définitivement jusqu'au bout. C'est-à-dire, il faut utiliser les matériaux d'origine. Il faut utiliser les joints, les jonctions des matériaux entre eux d'origine. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre la colle d'aujourd'hui qui remplace pratiquement tout dans le bâtiment. Et il faut appliquer la surface d'origine. Ce ne sont que 3 contraintes, mais elles sont très importantes et pas toujours suivies. Parce que la restauration du XXe siècle est tellement différente des autres travaux sur des autres siècles, comme autour de 1900, on a inventé des milliers de nouveaux matériaux qui se faisaient surtout d'une façon industrielle, des industries qui n'existent plus, les matériaux n'existent plus, et de refaire un matériau industriel à la main n'est pas évident du tout. Si on montre des choses qui ne sont pas vraiment prouvées d'être authentiques, on est un peu menteur. Le second œuvre, c'est vraiment le premier. Parce que cette boîte vide, expression que je n'aimais pas toujours, parce que c'était jamais une boîte vide, c'était toujours un étui pour les meubles d'Ellen Gray, et un étui très élaboré, très féminin, très délicat, et surtout fait pour montrer ces meubles. Avec mes collègues, nous avons refabriqué, pas tout à fait, pas tous les meubles, mais une grande partie pour la refabrication de ces meubles. C'est une autre difficulté. Il y a pas mal de meubles qui existent encore, et il y a aussi quelques-uns où on avait accès. On pouvait les mesurer, les photographier, les toucher et tout ça. Nous avons fait même les poser par terre sur un papier pour faire le gabarit. C'était très, très, très sympa, très possible, très facilement possible.
En plus, c'est une maison qui est à une vingtaine de mètres de la mer. C'est-à-dire, comme c'était la villa bateau, n'est-ce pas? Mais un bateau est fait d'une façon de résister à l'humidité marine. Cette maison ne le fait pas très bien. Déjà, le béton, il est attaqué par le sel. Les meubles en métal sont extrêmement attaqués par le sel, par l'air marin et le nickelage, qui était la protection normale des aciers, des meubles, ne résiste pas longtemps au sel non plus. Alors, il fallait trouver une méthode pour les protéger, parce que cette villa va devenir musée, encore une fois, elle va être visitée. Il va y avoir des groupes de je ne sais pas combien de gens qui ne trouvent pas vraiment la place pour se déplacer dans cette maison. Mais il faut que tout fonctionne. Alors, il fallait améliorer la protection des surfaces. Il fallait les protéger contre la destruction très rapide, parce que les premières choses nickelées qu'on a installées il y a 1 an sont déjà à restaurer. Ça va vite. Et c'est pourquoi que beaucoup de ces meubles ont été repeints après. On trouve rarement un meuble d'origine, Elingrey, de cette maison, qui a encore le nickelage d'origine. Pour la plupart, c'était une peinture ou chromée ou n'importe quoi. Oui, on pourrait discuter ça pendant des heures et des journées, parce que c'est une maison extrêmement intéressante. Elle a mis beaucoup de ses capacités dans cette œuvre. Et par exemple, il y a aussi beaucoup qui étaient ratés, parce que surtout les portes à accordéon n'étaient pas praticables pour longtemps. Ces travaux, bien sûr, ont permis de rentrer un peu dans les détails. On faisait la recherche pendant la restauration, parce que ces trucs d'accordéon fonctionnent très bien sur papier, en théorie. Mais les axes de pivot et les axes de pivot des charnières et du guidage sur le sol ne sont pas tout à fait alignés. C'est-à-dire, pour ouvrir ou pour fermer, il faut toujours forcer au dernier moment ou au premier moment pour que ça commence à s'ouvrir ou à se fermer. En plus, ces axes rouillent très vite. Et si, surtout là-haut, où il y avait un axe qui tournait, quand ça coince, ça ne marche plus. Alors c'est un brevet de Jean Badovici, qui était un architecte d'une certaine qualité technique, mais qui n'a jamais fait ces choses-là en pratique. Ça, c'est aussi le problème de pas mal de meubles d'Elingrey, que c'était bien conçu, c'était un jouet, mais la pratique ne suit pas. Ces axes, on les a fait maintenant avec des roulements à billes inox protégés contre l'humidité. Il y a pas mal de ces problèmes. Il y a par exemple les persiennes qui roulent, qui se déplacent sur des rails. Les rails, c'était pas assez dimensionné, c'est-à-dire ça centrait et les persiennes avaient un certain poids, et quand toutes les 3 persiennes d'une fenêtre étaient sur une même place, ça entrait, c'est-à-dire que les persiennes tombaient. Et ils ont rajouté des fourches pour éviter ça, ils ont fait n'importe quoi, ça n'a jamais bien marché.
Mais nous, on est forcé de faire cette chose fonctionnable. Alors, il fallait changer pas mal de choses. Pas dans les dimensions, mais dans l'acier, dans la qualité de l'acier qui résiste beaucoup plus à ce poids-là. Je pense qu'il serait vraiment temps, au cours d'un débat académique, de créer une sorte de règles à suivre, parce que pour le 20e, pour l'Antiquité, ça existe, pour la Renaissance, ça existe et tout ça, mais pour le bâtiment du 20e, chacun nage de son côté. Et je trouve qu'il faudra créer un réseau de matières, d'éléments de cette époque qu'on ne jette pas, mais qu'on garde pour réutiliser quelque part. Parce que maintenant, on a beaucoup de difficultés pour trouver des détails, des douilles d'ampoules et tout ça, parce qu'il n'y a plus de brocante. Mais ça sont des sources très importantes pour pouvoir compléter une maison. Et c'est comme on fait pour les voitures de collection.